Listen to me. Don't move. I wanna talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, on est ravis de vous accueillir pour un nouvel épisode de Cinécast, épisode exceptionnel. Alors vous allez me dire, à chaque fois il dit ça, c'est un épisode exceptionnel, mais là c'est vraiment un épisode exceptionnel. Parce que la team été 2017 se reforme pour voilà. Ce soir. Encore une fois, on y veut best. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un tête-à-tête avec Aurel qui m'attend ce soir. C'est pas vraiment ça le côté exceptionnel. Le côté exceptionnel, c'est que ce soir, on va essayer de répondre à une question qui est en une de Man Movies en ce moment. Alors, je sais pas si c'est. Dis-moi. Si c'est Est-ce que c'était mieux avant? Ça pourrait être ça. Je sais pas si c'est un hors-série ou si c'est la sortie du mensuel, mais alors il y a l'affiche du film dont tu vas nous parler et en dessous et finalement est-ce que le meilleur film de 2017 n'est pas un film de 91? Ouais, carrément. Eh ouais, carrément. Et donc, Aurel, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Eh ben, si je te dis T800, si je te dis À la Vista Baby, Hasta la Vista, etc., tu me réponds forcément Terminator 2. Voilà. C'est ça le côté exceptionnel parce que Terminator 2 ressort cette année en version remasterisée, a priori 4K, mais bon, on s'en fout, c'est au ciné. 4K, mais surtout 3D supervisé par Cameron lui-même. Oui, il faut préciser qu'on ne le regarde pas ce soir sur la TNT, il repasse pas. C'est ça, c'est une sortie en salle, séance unique. C'est d'où le côté événement parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, quoi. Ah non, c'est clair. Déjà, les places ont été chaudes. Ouais. Ça a été compliqué à avoir. On n'a pas été très très réactif, donc ça a failli nous filer sous le nez. Forcément, quand vous écouterez le podcast, les séances en province ou en région parisienne, à mon avis, ils seront déjà passés. Ça ne change rien puisqu'il y aura forcément une ressortie dans un coffret anniversaire ou je ne sais quoi, de luxe, package de la mort, avec cette version 3D masterisée par Cameron lui-même. Donc voilà, ça c'est un peu ce qui va nous attendre dans les heures qui viennent. On est un peu tout excité de revoir ce film parce qu'en l'occurrence pour moi c'est la première fois que je vais le voir au ciné. Aurel, toi tu l'avais vu au ciné ou pas? Oui, on en avait déjà parlé, mais tu sais, dans le anecdote, moi c'est peut-être avec les premiers films que j'ai vus quand j'étais petit. Ma première grosse claque de cinéma, c'est Terminator 2. Donc, Et toi, t'avais pu le voir au ciné en 91? Mais oui, parce qu'en fait, on était accompagnés de mon oncle et de mon père. Et donc, en fait, il nous a amenés, on était à la Flèche, voilà. Hein, Joe Baca, si tu nous écoutes, je sais pas s'il s'en souvient. En même temps, je sais pas quel âge il avait, Joe. Mais bref, donc on était minots. Et donc, c'est mon père et mon oncle qui nous ont accompagnés, mes cousins et moi. Et donc, au cinéma de la Flèche. On a un an d'écart, t'avais 11 ans? Ouais, je te jure. Et donc Terminator 2, c'est fait au cinéma, mon pote. Et là, c'est... Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Déjà, j'ai peur. Parce que déjà très courageux à l'époque. Parce que... quand même, il est un peu flippette. Là, voilà. On essaye de le conditionner pour ça. Donc je suis absolument scotché, voilà, par ce film. Donc rapport particulier avec Terminator 2. Ouais, parce que je pense vraiment, à part tu dis, les premiers souvenirs de ça quand t'es très petit qui tournent autour de dessins animés, celui-là c'est mon premier vrai souvenir de ciné et une énorme claque. J'en souviens, mais vraiment, comme si c'était hier. Y a pas. Alors moi j'avais pas la chance de vivre à la Flèche. Et moi non plus là-bas, j'étais un week-end. Tant qu'à parler un peu de nos pommes, moi j'avais 10 ans, donc voir Terminator 2 à 10 piges au ciné, c'était pas possible. Surtout que dans le bled où mes parents habitent toujours, c'est un peu le désert et la seule salle de ciné qu'il y a dans le coin, elle est dans l'enceinte du collège privé du coin. D'accord. Donc la programmation à l'époque, c'était pas forcément toujours très très open, ce qui fait que moi en fait tous ces films-là, moi je les ai vus en VHS au vidéoclub en fait. D'accord. Donc toi, c'était plus Beacon Rewind en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, je me tape
des tonnes de films qui partent dans tous les sens. Tu veux, en un week-end, tu peux me taper le premier Retour vers le futur, les Goonies, Terminator 2, toi, c'est une espèce de boulimie de films. Sachant que moi, forcément, tu vois, en plus, si j'y vais, mais je pense que c'est surtout en fait mon père et mon oncle qui voulaient y aller. Et parce que moi, j'avais évidemment pas vu le premier, enfin, tu vois bien. Hein. Moi, j'ai vu le 2 avant de voir le premier. Ouais, bah pareil, du coup. Sachant que, c'est pareil, moi je suis scotché à mon siège pendant les 2 heures et quelques que dure le film, c'est un rail d'adrénaline pure à stresser, parce qu'à cette époque-là, t'es trop jeune pour savoir que déglinguer même un adolescent dans un film US, ça se fait pas, et qu'en définitive, il va rien se passer. L'ami Connor, il risque pas grand-chose, mais toi tu le sais pas, que tu peux pas tuer la tête de fiche du film comme ça. Ce qui fait que t'es persuadé qu'au premier truc venu, ils vont se faire déglinguer. Et puis alors ce drame absolu, moi, avec Schwarzy dans la lave. Hein. T'as pleuré toi à la fin du film? Oh putain, c'est horrible. Bah non, c'est pas possible. Que tu vois venir en plus. Le pire, c'est que tu le vois venir. Mais pas moi, je suis à fond dedans. Je suis comme comment elle s'appelle? Je suis comme Sarah Connor. Je veux dire, quand je comprends ce qui se passe, je suis effondré. Je pense que ça pourrait être le sous-titre du truc. Je suis un peu comme ça. Bon, on va peut-être remettre juste vite fait, parce que en dehors de nos souvenirs qui sont bien sympatoches, je pense que tout le monde en a. Et puis quand vous écoutez, n'hésitez pas à limite dans vos commentaires à nous dire où est-ce que vous l'avez vu pour la première fois et comment ça s'était passé et ce que vous en retenez. Ce serait plutôt sympa de faire on pense à toi, notamment Mathieu. Qui est forcément un peu plus vieux que nous, et ça serait intéressant de savoir. C'est ça. Voilà, juste rappeler qu'à l'époque c'est le film le plus cher de l'histoire. C'est le film le plus attendu de 91. Ah bah oui, il a 102 millions de dollars de budget, ce qu'aujourd'hui est Peanuts, qui est quasiment devenu le budget lambda des films d'aujourd'hui, mais ce qui est rapporté, je pense, à un coût d'inflation, enfin tu vois, est un budget, je pense, extrêmement conséquent pour les il est resté pendant... Oui, le film le plus cher de l'histoire. Très longtemps encore. Ça va être un carton phénoménal. Et ça va être longtemps le film qui aura le plus de succès dans le monde, parce qu'on est à plus de 500 millions de dollars, ce qui est encore une fois en dollars de l'époque est assez colossal. Et puis c'est surtout une claque, et ce qu'on va peut-être encore surtout peut-être vérifier aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un jalon en termes d'effets spéciaux qui sont colossales, puisque c'est là que Cameron va développer cette technique dite du morphing, et qu'on a vu apparaître, je sais pas si vous vous souvenez, alors je sais plus si c'est avant ou après, mais on est vraiment dans cette époque-là, avec tu sais le clip de Michael Jackson Black or White, où ça change. Je crois regarder, c'est pas juste après. Mais surtout 91, voilà. On est 3 ans avant Jurassic Park, sorti en 94, qui est le maître étalon en CGI. Ouais. Mais Terminator, c'est 3 ans avant, quoi. Voilà. Enfin, 3 ans avant, sorti en salle. Et sachant que, du coup, pour ceux qui s'en souviennent, je sais qu'ils sont nombreux dans Abyss, qui est donc sorti 2 ans avant, c'est 89. Le petit père Cameron nous a déjà fait le coup du morphing, avec notamment cette scène absolument incroyable de ce cône d'eau, tu sais, le verre d'eau, ce verre d'eau qui se propage dans la base et qui va fouiller un petit peu jusqu'à se mettre en face de l'héroïne et à adopter par mimétisme son visage. Et tu sais, elle sourit et le verre sourit et l'eau adopte son visage. C'est encore une fois c'est ça aussi, c'est assez bluffant. Et donc il testait un peu là, et donc là ça a été le paroxysme, parce que je pense que personne n'attendait à ce qu'il développe la technique à ce point-là. Sans oublier les recettes d'antan. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées en dur. Fameuse scène de poursuite dans le ravin de Los Angeles, dans les égouts de Los Angeles. Avec ce camion qui est projeté avec des filins. Qui est en dur. La fameuse scène, alors effectivement, on va spoiler, parce que depuis 91, je pense que tout le monde l'a vu. La scène où Schwarzenegger s'ouvre le bras, c'est un animatronics. Enfin, il mêle toutes les techniques d'effets spéciaux les plus traditionnels. Il y a du maquillage, tu penses forcément à Rick Baker et compagnie, etc. Et les trucs les plus avant-gardistes. Si c'est pas Rick Baker qui avait bossé dessus, il faudrait que je regarde. Je pense qu'il a les cadors de l'époque, effectivement. Là où on l'a d'ailleurs vu, c'est ce qui manque, je trouve, moi, aux dernières productions Terminator, au-delà du côté très risible des scénarios,
c'est le fait qu'ils font même pas l'effort de faire du maquillage traditionnel sur notamment Schwarzenegger, là où Cameron le fait, et c'est vrai que moi c'est peut-être la scène que j'attends le plus, la scène dans Cyberdine, où on le voit sortir avec les impacts de balles sur le visage, c'est là que tu commences à voir le squelette de Schwarzenegger du T-800. Tout ça c'est fait sur le plateau, et ça apporte une touche magnifique du film, quoi. Ouais, ça, et puis le rythme, il a un sens du découpage, tu sens que le film est hyper précis, c'est absolument dingue, avec plein d'anecdotes qui sont plus ou moins drôles, notamment le fait que, alors je vais peut-être te l'apprendre ça, mais moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, que lorsque Linda Hamilton rêve de l'explosion nucléaire, elle a John Connor bébé dans les bras, et en fait c'est son vrai gamin. C'est le fils de Linda Hamilton dans le film. Il y a une autre anecdote qui est plutôt connue, c'est le fait que Robert Patrick, pendant tout le tournage, n'a quasiment adressé la parole à personne. En mode acteur studio avant l'heure, tu sais, il est dans son coin. Ouais, je suis une machine. Et puis ce qui est beaucoup plus connu, c'est la référence à Guns N' Roses avec le fameux fusil à pompe canoncier planqué dans la boîte de fleurs, la boîte de roses. Et puis surtout le fait qu'Arnold Schwarzenegger a été payé 15 millions pour le film, 102 millions de budget, 15 millions. 10%. Ouais, 10% du budget, c'est rien que pour sa pomme. Il ne dit que 700 mots dans tout le film, donc 21 429 $ par mot. Bah ouais, mais... Et donc le Hasta la vista baby coûte 85 716 $. C'est magnifique quand même. Ouais, non, mais après, il faut remettre aussi, voilà, Schwarzenegger, 91. Il est au top du hip-hop. Ouais, tu peux pas tester, il y a que lui. Stallone, il est... c'est très compliqué pour lui, parce que je pense qu'il doit être en plein en 91. Je sais plus trop ce qu'il fait, mais je crois qu'il est en perte de vitesse avec les Rambo qui existent quasiment plus, les Rocky qui existent quasiment plus, etc. Et ça va mal se passer, et donc voilà, il est... s'il y a Bruce Willis qui commence à... voilà, qui est dans la suite des Pièges de Cristal et des 89 Pièges de Cristal, je crois. Ouais. Donc qui est apparu, et qui du coup 58 minutes pour vivre va débarquer après, etc. Donc ouais, il est dans l'actionneur. Il est le troisième voilà, qui va apparaître, mais en termes d'aura et puis clairement, ça placera définitivement Schwarzenegger au panthéon définitif des héros. Et surtout le twist, c'est d'en faire le gentil du film, là où dans le premier... absolument génial, effectivement. Et moi d'ailleurs, ce qui me fait tripler de revoir du coup à l'inverse, et de découvrir à quel point dans le premier, effectivement, enfin la prestation qu'il livrait était aussi hyper intéressante, quoi. Ce qui est aussi hyper intéressant dans ce Terminator, c'est le délai entre les deux films. Là où c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué, un peu comme les groupes de rock, à sortir un film tous les 2 ans. C'est le calendrier. Là en l'occurrence, le premier est de 84. Ouais. Le deuxième est 91. Alors a priori, le deuxième était quand même prévu de longue date. Il y a eu des problèmes de droit qui ont compliqué un petit peu les choses. Cette franchise-là, en termes de droit, même, tu vois, ça a toujours été compliqué, ça a toujours été... mais bref, et ce qui peut quand même rassurer, en tout cas moi me rassurer sur la capacité de Cameron à se replonger dans les univers qu'il a lui-même créés, parce que mine de rien, Avatar, c'est un petit message, voilà, pour les gens qui ont 2009, le prochain 2020, il va quand même falloir raccrocher les wagons, et finalement quand il met le nez dedans, il est quand même capable de tenir ces univers. Je trouve que c'est ça pour l'instant qui est assez incroyable sur Cameron, c'est que ce mec-là, il fait peur quand il se lance dans des projets, quand il se lance dans des trucs, et qu'à chaque fois, tu prends une énorme mandale. Parce que Avatar, moi, quand j'ai su qu'il allait faire un truc entièrement avec des acteurs en CGI, machin, je me suis dit, c'est quoi ce bordel ? Et puis quand j'y suis allé, je pense que c'est pareil. C'est un souvenir de cinéma, d'une vraie 3D, d'un vrai film pensé en 3D, avec une vraie 3D. Et 2009, je suis allé avec ma chérie, et on était comme des gosses dans un parc d'attractions. Alors moi, c'est la relation que j'ai avec Avatar est hyper compliquée, parce que tu vas rire, mais j'ai pas pu le voir en salle. Oh putain. Pourquoi ? Les séances étaient blindées. Ah mais ouais, blindées. Oui. Je n'avais jamais vu. La seule fois où j'ai vu ça,
C'était Titanic. Alors Titanic dans une certaine mesure. C'est pareil dans la série. C'est marrant comme quoi, tu vois, mine de rien, ce mec-là remplit. Il déclenche des films phénomènes quand même. Enfin, Ah ben oui, mais il y a des files d'attente, il faut réserver. C'est la première fois que tu es obligé de réserver à l'avance via Internet tes places de ciné. Et en fait, au bout d'un moment, moi je lâche l'affaire parce que tu te pointes devant les cinés, tu te casses le nez, les séances sont pleines. Et au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas grave, je vais attendre que le gros place. Et puis les choses en emmenant une autre, tu passes à autre chose. Et du coup, je l'ai jamais vu au ciné. Oh putain. Donc non, mais c'est hyper frustrant, mais au ciné c'est bref, mais comme Titanic aussi c'est pareil, tu ressortais avec et là c'était encore pire, j'ai un film dont tu connais la fin parfaitement, donc le bateau coule. mais c'est une performance, et sauf que à chaque fois tu te dis qu'est-ce qui va pouvoir me faire que, enfin tu vois, c'était sceptique aussi en fait, pareil, Titanic il en fait un roller coaster absolument phénoménal. Je trouve que la première partie, elle tient parce qu'il y a la reconstitution de l'époque qui est hyper minutieuse. C'est-à-dire que quand tu regardes les bonus ou les featurettes de Titanic, il a été jusqu'à retrouver les mêmes essences de bois pour l'escalier. Enfin, au bout d'un moment, c'est comme Peter Jackson. Tu te dis, mais les mecs, vous branlez la nouille pour des plans qui durent 3 secondes, mais ils peuvent... C'est une volonté jusqu'au boutiste de créer un objet de cinéma. Et bon, après, la relation d'amour est pas forcément ce qui est le mieux construit. Mais en attendant, il a quasiment coulé le Titanic pas à l'échelle, mais à une échelle quand même tout à fait respectable, assez réduite, mais bien master quand même. Au bassin du monde, encore une fois. Quasiment en temps réel. Puisque la partie où il percute l'iceberg et au moment où le Titanic sombre quasiment dans l'eau, c'est je vais pas te mentir, je crois que c'est en l'histoire de minutes, c'est quasiment en temps réel. Ouais, quand même. Et effectivement, j'imagine les mecs dans les studios, comme Aliens, quoi. Le mec qui dessine le signe $, on te fait des chèques. Bon, je vais couler un bateau gigantesque dans un bassin gigantesque et je vais appeler ça Titanic. Ouais, non mais... Enfin bref, donc du coup... Qu'est-ce que toi t'en attends de cette ressortie ? Ce que j'attends, c'est... En fait, j'attends clairement, tu vois, rien que d'en parler, j'ai encore, je trouve, les frissons de ce que pouvait pu être la séance de cinéma que j'ai là, pour être très précis, on est le 14 septembre, il est 18h43. Le film est à 20h. On a pris un peu d'avance parce que tout simplement on n'en peut plus, on va aller manger un morceau avant. Mais ce que j'attends, c'est ça. Ce que j'attends, en fait, c'est de... Au-delà des effets spéciaux, ce que j'attends, c'est d'être toujours scotché par ce film. C'est toujours cette sensation d'être pris à la gorge et comme si on m'emmenait un peu contre, tu vois, dans un manège à grande vitesse et que quand je vais ressortir, je vais être lessivé. C'est ça que j'attends. La 3D, ça te fait peur ou pas ? Ouais. Ah ouais, clairement. On va être clair quand même là. Ouais, bien sûr. Mais parce que voilà, après, c'est toujours le rapport que j'ai avec Cameron, c'est le mec me fait peur parce que j'ai certaines de ses idées. Wow. Et en fait, à la finale, t'es toujours conquis. Donc je me dis quand même, je me rassure en me disant que le bonhomme qui a quasiment inventé la 3D au cinéma, enfin en tout cas qui a porté le film étalon de la 3D au cinéma, ne peut pas avoir salopé un de ses plus grands films. C'est pas possible, en décidant de le convertir en 3D et de superviser. Donc je me rassure comme ça, mais j'ai un peu peur. C'est pareil, je me dis... Alors, moi j'ai vu la bande-annonce du remaster, apparemment l'image elle va être à peu près aussi bonne que celle de Predator qu'on avait vue au ciné dans le cadre de Summer Film. T'as une photo t'as une couleur bleue. Déjà le Predator remasterisé, il déboîtait. Là, a priori, ça a l'air d'être à peu près du même niveau, donc je pense que là on va bien se faire plaisir. Sur la 3D, effectivement, j'ai un peu peur parce que le film se passe quand même pas mal de nuit et la 3D assombrit vachement. Donc, après, j'essaye aussi de me rassurer en me disant quel serait l'intérêt pour Cameron, surtout que c'est des sorties uniques, donc c'est pas comme s'il allait réexploiter en salle, de sortir une version 3D si ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il peut très bien ressortir une version 4K comme pour Predator, les gens vont se jeter dessus et ça fera très bien le job. Ouais. Je pense qu'il a forcément été convaincu dans la salle de montage par le procédé. Après, je serais curieux de voir
ce que certaines scènes, toi, le choc de l'hélicoptère dans le camion du SWAT peut faire en 3D, parce que tu as des plans où tu vois l'hélicoptère qui te fonce dessus, et de me dire que avec un coup de chat extraordinaire, il va te créer des plans de Maboule de 91 X années plus tard en 2017 avec de la 3D, alors qu'à l'époque il s'imaginait peut-être pas, je pense pas tourner en 3D, donc il va peut-être réussir une performance à nous sortir le meilleur film de 2017. J'ai des souvenirs aussi, moi, tu vois, de musique, cette musique, ce thème hyper oppressant, hyper et qui participe un peu à la sensation d'étouffement, enfin en tout cas de fuite en avant, de fuite en avant, qui est un film qui s'arrête jamais, des héros qui sont toujours à deux doigts d'y passer, enfin bref. Et puis j'attends moi aussi cette scène de couloir. Cette scène de couloir, putain, cette scène de couloir. Il n'y a pas plus iconique que ça, quoi. C'est... Mon Dieu. Il y a le face-à-face dans la fonderie à la fin. Oui, mais après, quand tu veux... Après, tu vois, au niveau des effets spéciaux, quand il retraverse, le T-1000 traverse, tu vois, la grille et qu'il est bloqué juste par l'arme, il est de génie. Idée absolument de génie, qui est éclairé, tu sais, en éclairage indirect, parce que c'est la lumière de l'extérieur, c'est un clair de lune. Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement flippant, c'est tellement incroyable que il y a plein de moments effectivement qui sont dans ma tête. J'attends de voir en fait ce qu'ils vont donner. Je pense en plus qu'on sera dans la très grande salle du Gaumont. Ça va être un régal absolu. L'écran, il est génial. Franchement, putain, j'ai vraiment les poils de... j'ai vraiment mine de rien, avec Mad Max en noir et blanc, on se sera fait des petites séances uniques. J'espère que ça va continuer, ce genre de petites ressorties, projets. Pour faire la pub du Gaumont, il rediffuse, je crois, dans le cadre plein de vieux films. d'un espèce de programme tous les mois, la séance Cinéculte. Je suis pas bien sûr du nom, mais on va l'appeler comme ça, où ils ressortent au moins un film par mois ou un film tous les 2 mois. Voire même plus que ça maintenant, c'est devenu plus régulier parce que tu vois, là je sais que tu pouvais voir par exemple, il y avait... les Indiana Jones. Ouais, ils ont fait des nuits, nous on s'est fait la nuit Retour vers le futur, qui était génial. C'était top. Ils ont fait les Harry Potter aussi dernièrement, je crois. Les Indiana Jones c'était aussi donc en courant du mois de juin je crois. Tu pouvais voir La Grande Vadrouille aussi, pas dernièrement, donc voilà, je pense qu'ils ont compris, mais je pense que ça marche très clairement, ça marche. Moi je me suis fait E.T. Quand ça, mon pote, E.T. je me suis fait il y a 1 an quasiment en séance kids. Mais oui, mais j'étais pas là. T'étais pas dispo. Voilà. C'était de ça, moi, ma première grosse. Donc E.T. quoi, E.T. où de toute façon voilà, le générique. Les larmes. Allez, merci, au revoir. Laisse tomber. Et quand t'es le seul comme ça, en plus c'était une séance pour les gamins, tu sais, c'était très drôle, mais enfin bref, et moi je trouve que c'est une vraie chance, tu vois, évidemment c'est le cinéma que je bouffe, moi tu le sais très bien, à base de rediff TNT, mais je saoule ma femme encore. Hier soir il y avait Predator. Non mais je l'ai épargné, mais j'en ai quand même vu 20 minutes. J'ai vu l'attaque du village. Je peux pas, c'est addictif, tu vois. Tu l'as vu combien de fois Predator ? Je sais pas, une quinzaine de fois, peut-être plus, je sais plus. Mais pour moi, je trouve que c'est une chance que des films comme ça soient projetés et qu'on les revoie dans des conditions auxquelles je pense qu'ils sont c'est génial, plus tellement. Enfin, je pense. J'allais dire ils ont plus tellement le choix, non, parce que les gens vont de plus en plus au cinéma et que le téléchargement illégal ou légal influe pas tellement que ça, parce qu'il y a toujours le plaisir de le voir dans un dispositif que t'as pas chez toi, quoi. C'est clair. On a vu Okja, alors c'était pas dans une vraie salle de ciné, mais il aurait été impensable uniquement habitant Nantes de pas le voir dans le cadre du Summer Film, dans le cadre du Summer Camp Film Festival. Shining qu'on a vu ensemble en version longue restaurée au 14A, c'était magnifique. Donc voilà, on poussera jamais autant les gens à aller voir des vieux films. Moi j'aimerais bien revoir des Hitchcock au cinéma, des De Palma, Body Trouble, Body Double qui était génial, le Wes Craven qui était génial. Donc on essaiera de jeter un coup d'œil, quoi. Sous les nefs c'était top, ça aussi. Ouais, c'est clair. Bon,
Est-ce qu'on voilà, là on divague parce que clairement on est submergé et on n'en peut plus. On va faire le tri, mais de nos émotions, on va se recentrer, on va manger et puis on va y aller quoi. Ouais, ça marche. Donc on se retrouve dès que le film est terminé pour débriefer Terminator 2 en 3D. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve après ce visionnage de Terminator 2, on est un peu groggy. Ouais. Parce que c'est quand même un sacré parpaing dans la figure. Ouais, encore. Alors, Terminator 2 est quand même sorti en 91. On va pas redébriefer le film, ses qualités et ses défauts, enfin le peu de défauts qu'il peut avoir. On va plus s'attacher à la qualité de la remasterisation, l'apport surtout de la 3D, et puis qu'est-ce que peut représenter encore Terminator 2 en 97. 2017. Oui, 2017. Je sais pas pourquoi je parle de... 20 ans de retard quand même. Mais non, le feu atomique 97. Voilà, c'est un peu le programme de cette deuxième partie de Cinécast. D'abord, pour toi Aurel, le passage... Alors, on a bien la confirmation de ce que le film a été remasterisé en 4K. Ouais. Puisqu'on a eu une petite présentation, ça fait toujours plaisir, de James Cameron qui nous dit 2 mots en disant vous allez kiffer. C'est exprès pour vous. Voilà, découverte assez intéressante, c'est Studio Canal qui est à l'origine du projet, alors qu'ils n'avaient rien à l'époque de participation dans le film. Non. On a une petite présentation du coup des coulisses de la ressortie du film, avec la confirmation de ce que cette version-là qu'on vient de voir est tirée des pellicules originelles, rescannées en 4K, et ensuite converties en 3D. A priori, ça a pris 1 an à James Cameron et à ses équipes pour assurer la conversion. Donc, pour toi, Aurel, déjà la conversion en 4K... ça apporte une netteté, ça apporte... ouais, c'est surtout ça, je trouve. Ça redonne aussi des couleurs à un film qui même si à certains aspects peut-être assez froid, ça se passe beaucoup de nuit. Avec une lumière très bleutée. Voilà, c'est très bleuté, etc. Je trouve que justement ça sublime quand même ces noirceurs. Et les rares fois où, du coup... on a de la lumière, et bien ça recolore, je trouve, un petit peu les choses, parce que moi je me souviens qu'à force de l'avoir vu, le problème des copies que tu voyais sur la télé, etc., c'est que c'était des copies qui étaient quand même tristounettes, qui rendaient le film très terne, ce que je pense qu'il n'était pas à l'origine, et donc ça restitue notamment parfaitement, encore une fois, sur les rares fois, la couleur la lumière du désert, la lumière que peut aussi avoir Los Angeles, notamment, je pense sur toute la première partie, qui trouvera le gamin en premier, sur cette course-poursuite dans les réservoirs de Los Angeles, qui là encore est vraiment superbe, et ça magnifie tout ça. Donc non, comme sur Predator, je trouve que ça ravive un peu des films. La question que je me pose, moi, toujours, mais je pense qu'il a fait attention à ça, c'est que faut pas non plus retomber dans le filtre Instagram un peu, et repasser un film à une couleur qui n'était de toute façon pas celle de son début. Enfin, tu vois ce que je sais pas si je suis très clair. Si, je vois, mais je crois que le seul à l'avoir fait, à rechanger la colorimétrie du film, enfin des films originaux, c'est Peter Jackson avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Pour le faire en raccord avec The Hobbit, il a retouché la colorimétrie dans la sortie Blu-ray des films. Alors tu sais qu'il y avait des coffrets luxueux en DVD. Et en fait, à la ressortie des films en Blu-ray, à peu près en même temps, je crois, que le The Hobbit, la colorimétrie de certaines scènes a été changée pour assurer une continuité. Genre tout ce qui se passe avec les nains, les flashbacks. Je crois, même la colorimétrie générale des films. Carrément. Moi, j'ai revu que la Communauté de l'Anneau et une partie des 2 tours, donc ça m'a pas sauté aux yeux. Ouais. Et je les ai vus dans la foulée de The Hobbit. Mais là, je pense que c'est pas le cas. Là, je pense que que ça conserve aussi quand même un grain d'époque, enfin un grain de couleur, etc. Mais ça apporte de toute façon, je trouve, ce film-là, ce processus-là, on l'a vu sur Predator, de la netteté, ça rend des images, je trouve, plus propres, et ça donne des copies, telles qu'elles ont été filmées,
C'est comme si en fait, moi j'ai toujours l'impression qu'en fait c'est comme si ça avait été tourné, tu sais, et qu'on le sortait de la boîte pour la première fois. Ouais, alors après, pour ceux qui, comme moi, l'ont vu que sur des VHS bien usés, ça fait bizarre. Moi, ça m'a fait le même sentiment pour Predator. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, et en plus avec le même acteur, on a parfois un peu l'impression d'avoir des pots en plastique, tu vois. Quand on est tellement habitué au grain à la fois de la pellicule mais aussi de la cassette, tous ces films-là qu'on a vus à l'époque avec une certaine altération de l'image, quand on les voit complètement dépoussiérés, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu des choses un peu fake. Tu vois un peu plus le maquillage, tu vois un peu plus. Par contre, on voit pas les défauts. Non. C'est ça, c'est que ça fait pas apparaître les défauts. Parce que, alors moi, on n'est pas aussi bourgeois qu'on voudrait. J'ai pas de télé 4K, toi non plus. Non. Ce qui fait que moi, les quelques échos que j'en ai, c'est que forcément, dès que tu tapes dans les résolutions, les défauts ressortent. Et c'est d'ailleurs pour toujours The Hobbit, où ils ont galéré en éclairage, ils ont galéré sur les maquillages notamment. Ça a été beaucoup plus compliqué que pour la première trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que justement il fallait faire attention au raccord maquillage, parce que dès qu'on était en 4K, ça sautait à la figure et puis ça pardonnait pas. Là, on retrouve pas ces aspects-là, c'est-à-dire que les défauts du film original. Je trouve même qu'il y a certaines choses qui ont dû être un peu retouchées. C'est ce que je pense aussi, parce qu'il y a des choses qui, moi, n'étaient pas aussi, dans mes souvenirs, n'étaient quand même pas aussi nettes que ça. Notamment, on s'en est fait réflexion entre le ciné et le lieu d'enregistrement, toute la scène de la course-poursuite avec le camion et la moto dans les ravins, enfin, dans le réservoir de Los Angeles, où, moi, de mémoire, on voyait quand même très bien que c'était pas Arnold qui était sur la moto à certains plans, notamment. Là, je trouve que le visage était trop net. Quand il saute pour retomber, quand il saute du pont, on a tous souvenir de voir 1, les câbles, 2, la doublure. Là, c'est moins frappant. Donc je pense qu'il y a une petite retouche par rapport à ça. Ouais, c'est pas impossible. Après, là où ça tape quand même en 4K, c'est quand il décide. Alors c'est très bref, c'est même un peu frustrant, parce que je pense qu'à l'époque, ça se faisait pas trop, peut-être un peu plus maintenant, surtout avec l'apport de Mike Tiernan. Mais quand il filme la moto, quand il doit être lui-même en moto, tu vois, quand il filme la moto qui regarde le camion en contrebas, t'as des plans où il le suit à peu près à la même hauteur. C'est très bref, mais ça colle vachement bien, et on retrouve ce type de plan-là avec l'hélicoptère à la fin. Oh là là. Quand il suit un peu de 3/4 le camion, l'hélicoptère qui passe sous le pont, mon Dieu. En 4K, c'est dingue, parce qu'on fait plus la différence. J'avais oublié ça. Tout ce plan où, en fait, avec le plongeon, vraiment d'hélicoptère. Puis remonte. Et quand il arrive vraiment, enfin, ce plongeon que tu suis et où tu arrives effectivement à hauteur de véhicule, tu dis c'est pas possible. Parce qu'a priori, c'est fou, parce que X années après, tu fais plus la différence entre une maquette et si, je dirais que, allez, en parlant de maquette, là où ça. L'explosion nucléaire. Ouais, l'explosion nucléaire, ça, elle a morflé. Ça a moche vieilli. Mais au-delà de ça, même les maquillages de Stan Winston sur la fin tiennent encore hyper bien la route. C'est une connerie, c'était pas Rick Baker. Hein. Et même en 4K, tu vois pas trop. Bon, effectivement, quand il parle sur la fin, tu sens que les mécanismes de la mâchoire ne bougent pas. Mais la 4K, en tout cas, pourrit pas le film en montrant ses défauts. Et je suis d'accord avec toi, ça réveille des lumières hyper sympas dans l'asile. Ah ouais, non mais le bleu est très éthéré, ça marche vachement bien. Ouais, mais c'est fou. Cette entrée de, tu vois, et moi j'avais peur notamment sur aussi les transformations. Tu sais là, quand il est vraiment très liquide, quand il a pas, je parle du T1000. Quand il a pas tout à fait, tu sais, quand il est entre deux phases, soit qu'il prend une autre apparence, soit qu'il reprend la sienne. J'avais toujours un peu peur que ça fasse très cheap, etc. Et finalement, je trouve que ça va. Il y a notamment quand il est derrière, tu sais, le vigile à l'asile, et qu'il est en train de prendre sa forme. Moi j'avais toujours. Quand il est le seul, en fait, à Damier, là où tu vois clairement les coutures, enfin les raccords des carreaux.
c'est putain, tu dis la vache. Moi, le seul plan qui m'a toujours fait rire, c'est quand Arnold lui balance la barre de fer et qu'en fait il la sort sur le côté et que ça fait ouais, là ça colle pas, ça. Tu dis putain, et je me souvenais plus de ce plan là, et quand je l'ai vu, c'est vrai que même gamin ça m'avait fait marrer ce truc là. Bah ouais, parce que du coup ça fait un peu plus gelé que métal, mais tu vois, sur tout ce qui est, moi ce que j'avais peur, c'était sur le T1000, aux impacts de balles, aux retransformations, qu'on voit vraiment que du coup le côté image de synthèse et morphing est vraiment vieilli, et en fait je trouve pas. Non, bah là où le film a vieilli, c'est parce que il est tourné en 90, censé se passer en 96, donc les coupes mulets et les fringues improbables, surtout démarrage du film. Bon, bah oui, forcément, ça a un peu vieilli, mais sur le reste... En fait, ça a vieilli sur des trucages qui étaient déjà vieux à l'époque, tu vois, ça... Ce qui se passe en 2029, notamment, les T1000, enfin les T800 un peu rigides. Moi, j'ai trouvé que la scène d'ouverture, ça le faisait. À comparer à Genesis. Ça le faisait. Moi, j'ai trouvé que ça pouvait encore... Et ça reste avec certains plans qui restent de toute façon ultra iconiques, quoi. Quand les T800 te tirent dessus, enfin, tu vois, ils sont comme ça. Et puis ce crâne à la fin, au pré-générique, là, dans les flammes, qui grossit vers toi, nous on la prend en pleine gueule. Alors moi je sais pas pour toi, mais moi ça m'a... Moi j'ai trouvé par contre la 3D... Alors, pour terminer sur l'apport de la 4K, c'est vrai que la définition joue beaucoup. La colorimétrie est très sympa, il n'y a pas de problème non plus de fluidité. Et puis vraiment l'apport... sur Schwarzenegger, je trouve que je sais pas pourquoi, mais ça le rend encore plus baraque. Je suis toujours hyper impressionné de cette première scène quand il déboule dans le bar, où là effectivement, alors je sais pas si tous les efforts plus quand il ressort, ce plan qui démarre des bottes pour remonter, là, tu dis la vache. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. Tu vois, c'est vrai qu'il est au top. Il est au top. Là. Il sort de Total Recall, où il est déjà assez monstrueux. Et là, il reglisse dans la peau d'un personnage sans problème. Hein. Moi, truc de con, j'ai tellement vu en français que quand il a commencé à parler, je me souvenais plus qu'il avait un accent. Oui. Un accent. He's been on my zine. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... Parce que tu vois, mine de rien, on a été élevés, nous, aux voix françaises de Schwarzy, enfin je sais pas, toi comme moi. Mais c'est la première fois que je le vois en VO. Et qui sont vachement bonnes, tu vois. Il a une voix en français, le doublage français de Schwarzy, à cette époque. Enfin, moi j'aime beaucoup la version française, parce que il y a une vraie belle voix, etc. Et là, de le voir avec sa voix originelle, effectivement, ce truc de l'accent, par moments, c'est compliqué. Bah, surtout qu'en plus, du coup, il a moins c'est encore là, c'est vraiment de mémoire, mais j'ai l'impression qu'il a une voix moins robotique. Bah un peu moins, bah oui. Puisqu'il a cet accent-là. C'est vrai que tu dis pourquoi construire un T800 avec un accent autrichien. Quel est l'intérêt du game? C'est vrai que moi, du coup, c'est la première fois que je le vois en VO parce que j'ai même pas en toi. J'ai dû le voir quelques fois en VO, mais j'avais oublié que les films de Schwarzy quand même restent compliqués à voir en VO certaines fois. Tu vois, c'est moi dans Total Recall, tu vois, je trouve. Maintenant Predator, je trouve que c'est un peu moins. J'ai pas cette impression là. Bah, c'est peut-être parce qu'il joue des humains. Ouais, peut-être le phrasé robotique, le fait d'avoir un phrasé, parce qu'il disait de l'avoir travaillé, ralentit un peu, tu vois, le fait que ce soit un peu plus mécanique, faire sortir son accent, enfin bref, c'est juste une petite non, mais du coup, c'est vrai qu'on peut aussi aborder la VO, parce que, moi, c'est la première fois que je le vois en VO. C'est vrai que Edouard Fonlong, par certains aspects, comme il est très jeune au moment du tournage, il a pas trop mué, c'est un peu chevretant au niveau de la voix. Hamilton, ça colle bien. Alors bon, on va ouvrir une parenthèse Hamilton. Moi, si vraiment on devait rentrer dans les qualités et défauts pas de la nouvelle version, mais de la redécouverte de ce film-là, c'est, je te l'ai dit en chemin, c'est Hamilton qui pour moi en fait des caisses et des... Alors effectivement, la transformation entre le premier de 84 et celui-ci, physiquement c'est dingue. Elle est hyper musculeuse et tu retrouves l'attrait de Cameron pour
pour les femmes un peu androgynes et badass, donc ça colle. Mais je trouve que le personnage est alors parfois un peu limite, c'est l'objet du film, mais je trouve qu'elle en fait des tonnes, et du coup ça m'a un peu je me dis c'est peut-être là-dessus que ça a vieilli, quoi, plus que sur la réalisation ou l'image ou les effets spéciaux. C'est ce jeu d'Hamilton qui est vraiment rentre dedans, toi. Elle est vraiment brute, c'est peut-être le petit défaut du film où je me dis je me l'imaginais pas comme ça, et je sais pas si ça vient de la VO ou si la VF atténuait un petit peu cet aspect-là. Non, c'était pareil, si tu veux, c'était de mémoire, ça a toujours été ça, mais effectivement, mais tu vois, s'il n'y a pas que le jeu, si tu veux le jeu, il n'y a pas que la voix. Cette scène où, après avoir essayé de dégommer Dyson, elle a détaché ses cheveux, tu sais, en mode Kurt Cobain, là. Non, c'est vrai que Capella Ampamon, elle a un problème dans le film, quand même. La frange dégueulasse au démarrage du film. Ils l'ont pas arrangé, hein. Ils l'ont pas arrangé. Déjà en 84, elle se tapait une choucroute dégueulasse. Non, mais c'était l'époque. Là, ils lui font une gueule de barjotte. Alors, à part, tu vois, là, moi, je trouve qu'elle est bien dans l'asile. Ouais. Moi, j'aime bien dans l'asile. La scène d'évasion, elle reste magique. Ouais. C'est après, par la suite, où effectivement, quand elle se transforme complètement en espèce de Rambo. En guerrière. Bon, après, voilà. Mais c'est vrai que la scène chez Dyson, elle est gênante. Elle marche pas bien. Se faire embarrer par son fils. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quand c'est le propre fils qui vient dire en gros à tout le monde, en gros, l'écoutez pas les barjots. Tu te dis qu'effectivement la réplique, enfin tu vois, à quoi ça sert de ridiculiser le personnage un peu comme ça, parce que c'est un peu ça, quoi. Mais bon, après c'est peut-être le seul. C'est peut-être aussi effectivement le seul écueil que je trouvais, moi. Moi, je trouve que sur le reste, Schwarzy, indépendamment du petit tic de la version originale, du coup, de se rappeler qu'il a un putain d'accent autrichien quand même, le mec. À part ça, il est iconique à souhait. Physiquement, c'est une bête. Cameron lui arrange. Il sait bouger comme il faut. Et je trouve que Robert Patrick, vraiment, en plus, aussi, est pas ridicule, parce qu'effectivement, ça aurait pu être gênant dans les scènes de baston d'avoir deux gabarits si différents que ça, sans poignée. Surtout qu'en plus, c'est ce que j'étais en train de me dire, quand ils se balancent contre les murs, mais là où il est malin, ils font pas la même taille en plus. Je crois que Robert Patrick, il est pas si grand que ça. Hein. Ouais, et je pense que il y a un truc. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, quand ils s'envoient l'un contre l'autre dans les murs, ou le bruit des impacts qui les rendent, en fait, tu sais, notamment ce que je trouve super malin, à la fin dans l'usine, de faire à chaque fois qu'ils se balancent contre des machines un impact métallique. Tu vois, quand il prend le rail, là, même maintenant, ça me... C'est absolument génial. Mais c'est pareil, dans cette scène-là, je me souvenais c'est malin. Tu voyais vachement l'aspect doublure en propre, en fait. Enfin, les props quand il le renvoie le rail, il lui écrase plusieurs fois le visage. Et dans mon souvenir, dans la VHS, tu voyais vraiment... Tu vois bien qu'il prend de côté. Le côté oui, c'est un masque. Articulation, etc. Et là, je trouve que c'est vachement gommé. Et on terminera peut-être là-dessus sur la fonderie. Les couleurs dans la fonderie, c'est pareil, c'est magnifique. Ce qui permet, moi, je trouve que la fonderie, c'est peut-être, tu vois, de glisser sur la 3D, c'est peut-être la meilleure chose. Je trouve que tous, à partir du moment où ils s'élèvent sur les plateaux à la fonderie... les perspectives. Oh là là, putain, c'est fou. Alors, la 3D est très discrète. Ouais. Vraiment très discrète. Mais présente. Et présente sur pleine... Ouais, c'est... Les plans où ils se retournent, où ils pointent... tu vois, sur la scène... Ouais, la 3D qui te surgit la scène du réservoir, quand il chope le gamin, Schwarzy finit par le passer devant le camion, choper Edward Furlong et se retourne une première fois au fusil à pompe. T'as vraiment un truc de... Mais c'est léger, toi, c'est pas... Non, mais je trouve que c'est... Effectivement, elle est fine, en fait. Ouais. Et moi, j'aime bien, parce que elle approfondit ce qui est pas mal, par exemple dans l'asile, les couloirs, ça gagne en fait, ça révèle de la profondeur. Le plan avec le miroir. Ah ouais,
quand ils discutent, etc., il y a un plan où il y a un miroir. Et donc, en fait, tu vois le reflet dans le miroir. Tu comprends... C'est là où, toi, je te disais, où tu te dis, en fait, c'est fou parce qu'ils risquent probablement de nous faire voir des scènes complètement sous un autre angle parce qu'il y a la 3D, alors qu'en 91, je pense même pas qu'il avait l'idée qu'un jour, il pourrait tourner en 3D. Et notamment ce plan du miroir, où tu dis pourquoi avoir foutu un miroir dans une version classique, à part donner un peu de relief et de moins tasser l'image, mais dès que tu l'as converti en 3D, bah, ce plan-là, il gagne parce qu'effectivement, tu as une vraie profondeur dans le miroir. C'est vrai que l'asile, les couloirs blancs, ça marche vachement. Ça marche abusif, aussi ça marche aussi du coup aussi sur l'hélicoptère. Ça marche aussi sur... curieusement, je trouve que ça donne de la profondeur au film, du relief. Et au plan qu'il ça amplifie sa mise en scène qui vraiment gagne en profondeur. Et il y a certaines choses, moi j'ai trouvé magnifique tout ce moment où on est en plateau haut dans la fonderie là, juste au-dessus du bassin, c'est magnifique. Ouais, ou les plans de côté quand elle commence à lui tirer dessus et qu'il recule, t'as un plan large. À chaque fois, t'es un peu surélevé. Tu gagnes. Mais en fait, j'ai même pas tant l'impression que ce soit de la 3D en tant que telle, mais du relief. Parce que t'as aucun mouvement un peu à la... Non, parce que t'as rien qui sort de l'écran. C'est ça. T'as pas l'effet complètement débilos. Je me sers de cet exemple-là parce que moi, c'est celui qui me parle le plus, où je me suis dit, c'est pas possible. C'est le Alice de Burton, quand elle tombe dans le trou, où t'as tout... Tu sais, il y a un tourbillon, elle tombe, et là, il t'envoie une paquet de trucs qui t'amènent dans la figure, et où non, tu sais même plus trop où regarder, et tu dis, mais attends, je suis dans une salle de ciné ou je suis à Disneyland ? Et bah tout cet effet-là, tu l'as pas. T'as pas d'effet de jaillissement. C'est pour ça que y a rien qui sort effectivement. C'est pas ce que tu veux dire. C'est l'effet. Moi, j'appelle bonbon Haribo. Tu sais, des pubs Haribo que tu voyais pour tester où ils te plaçaient des bonbons et tu avais le réflexe d'aller les choper, de tendre le bras. Effectivement, c'est pas ça. Et heureusement. C'est pas ça. Bah ouais. C'est pour ça que conversion 3D, ça fait peur des fois, parce que t'as envie de dire mais non, je ne fais pas ça. Je veux dire, j'ai pas envie de transformer le film en bonbon Haribo. Et là, c'est pas le cas. C'est effectivement, je pense que c'est plus un travail sur les perspectives, sur effectivement pas de la 3D, mais plus du relief. Je vois pas comment appeler ça autrement. Premier plan, arrière plan. Voilà, c'est ça. Et de fait de pouvoir les creuser. Et du fait qu'ils apparaissent un peu plus et qui te donnent du coup cette profondeur et en même temps cette largeur sur des plans un peu plus larges, qui fait que ça reste absolument bluffant. Et du coup, moi, ce travail-là, tu vois, me va bien aussi. Comme la remasterisation 4K. Moi, ça me va bien. Ça appauvrit pas le film. De toute façon, je vois pas, ça ne le déflore pas non plus. Non. Ça renforce effectivement un aspect sans que ça t'accroche le regard, sans que tu sois perturbé en disant « Oula, cette scène-là, elle rend pas comme dans mon souvenir, du coup, ça me bloque l'œil. » Et puis surtout, ça permet parfois de sublimer des scènes. Je pense notamment à la fin de l'attaque de Cyberdine, où Schwarzenegger sort et puis balancé au truc à gaz, là. Ouais. Et donc il se retrouve dans le nuage de gaz à essayer de désarmer les derniers flics pour prendre le camion du SWAT. Quand il s'engouffre dans la fumée, c'est beaucoup plus prégnant, sans forcément que t'aies, toi, l'espèce je te saute au visage. C'est vraiment très très fin. C'est assez surprenant et ça permet encore de saluer le travail de Cameron qui cède pas aux sirènes du tape à l'œil et qui a vraiment à cœur de faire respecter le métrage original. Ouais, et de faire du coup un petit apport technologique qui va dans le sens de la qualité du film en fait, qui est pas là pour évidemment qui le dénature pas et qui au contraire ne fait que finalement que mettre en avant ce qui était déjà à l'écran et ce qui était peut-être moins visible
du fait qu'à l'époque, voilà, c'était basique, etc. Donc, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son petit mot d'introduction. L'objectif, c'est de porter. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est comme si finalement on nous avait apporté, on avait dépoussiéré une vieille photo, et puis qu'on nous avait apporté une loupe, puis qu'on regardait des choses et des détails qui nous avaient un peu soit échappé, tu vois. Tu ne souvenais pas des quatre bras du. Mais ouais, les quatre bras du T-1000 dans l'hélicoptère qui pilote qui tire avec son Uzi et qui pilote en même temps, et c'est vrai que je suis resté scotché là-dessus en me disant mais moi j'avais pas du tout. Mais à l'époque je me souviens que ça n'a pas été vu par tous, hein. Ça n'a pas été vu par tous, alors que c'est une idée géniale. Mais même je crois pas qu'en fait la définition de la VHS permettait de bien se rendre compte de... Non. Parce qu'en plus, moi, je te parle d'une VHS de vidéoclub. Hein. Oui, bah donc... Used. Tu tapais pas sur le caméscope pour que ça marche, mais presque, quoi. Donc, y a plein de choses comme ça. Donc, c'est une super expérience sur des films comme ça. Quand ils veulent, quoi. Quand ils veulent. Ouais, non, mais c'est vrai que quand tu vois le travail sur celui-ci, sur Predator, c'est vraiment bluffant, quoi. Et je trouve peut-être davantage sur Predator vraiment l'aspect un peu plastique, toi, un rendu un peu bizarre. Je le retrouvais parfois sur certaines scènes de Predator. Là, c'était un peu ma crainte, et je trouve qu'on le retrouve pas beaucoup. Alors, le film se passe en beaucoup de nuit, les éclairages sont différents, mais c'est effectivement assez génial. Et puis on pourrait s'amuser à faire la liste des films qu'on adorerait revoir de cette manière-là. Mais c'est non, moi je regrette pas vraiment. Là, je pense on a peut-être vu. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'aime me dire là, c'est qu'on l'a peut-être vu dans les meilleures conditions possibles, plus même encore qu'à l'époque. Oui. Je pense que la meilleure, ce serait, je sais même pas s'il était sorti en 70 mm. J'en sais rien. C'est d'aller au ciné de Tarantino à Los Angeles et de le voir en pellicule projetée. Mais là, c'est pas mal. Il manque peut-être. Vraiment, c'est pour les fans de la pellicule et du grain, il y a peut-être à en redire à ce niveau-là. Mais c'est vraiment là un détail pour les puristes de chez puristes. Ouais, non, mais c'est clair, tu peux t'attacher au grain que tu as connu et dire le film n'était pas si lumineux. Peut-être, je sais pas. Moi, je pense que l'autre meilleure version, c'est peut-être en laserdisc, toi. Le laserdisc de l'époque, ça peut peut-être valoir le coup, mais voilà, c'est peut-être là-dessus. C'est vrai que l'apport de la 4K, l'absence du grain de l'époque de la pellicule peut-être gêner certains, mais quand on voit ce que ça apporte là sur grand écran avec le relief, bon, faut pas. Sur Predator, rappelle-toi, la jungle nous avait sauté à la figure. Ouais, c'était fou. C'était quand même quelque chose qui était incroyable. Et c'est voilà. Là en plus, encore une fois, c'est des choses qui sont dans la volonté des auteurs de l'époque. Et voilà, McTiernan voulait une jungle, un décor comme ça. Sans y parvenir réellement. Voilà. Hein. Ben non, parce que c'est compliqué à l'époque. Je pense que, encore une fois, là, les gars se font plaisir parce que, aussi, peut-être, c'est un moyen d'apporter une petite touche à leur film tel qu'ils l'auraient voulu, mais tel qu'ils ne pouvaient pas le faire à l'époque. Et là, il y a ça, mais ce qui est bien, c'est qu'on ne retombe pas non plus encore une fois, on va parler du vendeur de jouets, mais dans le côté je retouche et je massacre mon œuvre. Ouais. Mais rien, monsieur Lucas, c'est toi dont je parle, tu sais, hein. Même si à 23h14 tu dors. Tu vois, tu vois, c'est ça. C'est pas le côté relecture. Et donc voilà. Donc non, c'est plutôt cool. Si seulement il pouvait faire Abyss. Ouais. Ah putain, celui-là, je le veux, mais alors d'une force. Il est tellement, je trouve, tellement plus angoissant. Enfin, je pense que voilà, il est moi, il m'angoisse plus ce film-là que Terminator. Tu vois, le 2, tu retrouves facilement le rythme qui est dingue, cette espèce de course-poursuite que toi-même tu ressens, etc. Même là, hein, je veux dire que hormis la dame derrière nous qu'on a failli éviscérer en cours de séance. Fais attention la dame, hein, parce que si jamais je te recroise... Non mais sérieusement, quand vous allez au ciné, c'est respecter les autres. Mais tu sens quand même que la salle était vraiment captive, et même en sachant ce qui se passe sur la fin,
tu restes quand même accroché à ton siège, haletant, en te disant après Cyberline, tu renchaînes avec l'hélicoptère, tu vas renchaîner sur la fonderie. Le rythme est dingue, l'espèce de fuite permanente avec un danger permanent, c'est une réelle performance et le film tient encore la route en 2017. C'est vraiment... Et en se disant qu'avant il y a Abyss, avant il y a Aliens, il s'est pas encore perdu dans l'époque True Lies et compagnie. Là, c'est un peu les trois films qu'il enchaîne coup sur coup. Ouais, même si Abyss, souviens-toi, réception mouvementée d'Abyss. C'est un film. Résultat, mais qui a gagné ses jalons de films cultes par la suite, mais sur le coup, ça n'a pas été si simple que ça, même si c'est un... et je me souviens qu'il reste encore assez marqué par la réception d'Abyss, même si le film a bien marché, sur l'accueil critique, qu'il avait pas mal échaudé. Mais bon, après, c'est clair, si tu veux... Quand t'as posé dans ta carrière... je pense qu'en sortant d'Aliens, les gens ne s'attendent pas du tout à ce qu'ils partent sur Abyss, sur un truc un peu psychologique et compagnie. C'est clair. Les gens ont pu être un peu surpris, mais c'est peut-être Abyss son film le plus personnel. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Enfin, celui dans lequel il essaye de nous transmettre le plus de choses et il revient sur quelque chose de pas forcément plus simple, mais de thématiquement plus abordable. Avec Terminator 2 où effectivement le rôle de la maternité, de la protection est en cause avec Hamilton, le rapport à la machine, moi j'aurais vraiment été, on pense à Stéphane qui devait nous rejoindre et qui finalement a été empêché à la dernière minute et qui a loupé la séance. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait pris son pied. Après il y aura certainement une sortie Blu-ray ou digital 4K. Apple vient d'annoncer son Apple TV 4K, donc je pense que ça fait partie des films qui prochainement seront disponibles dans cette version-là. C'est vraiment bluffant et le film n'a rien perdu de cette conversion. Non, au contraire. De cette conversion. Ok. Petite reco. On va réfléchir. Ouais. Allez, on se retrouve pour quelques recommandations. Ouais, recommandation qui va changer, ça va pas être un film ou un documentaire ou quoi que ce soit. C'est tout simplement le hors-série Bad Movies. Que vous pouvez recommander. Je sais plus quand est-ce qu'il était sorti. Vous achetez un hors-série Bad Movies ou un Mad Movies et puis vous allez dans le bon de commande à la fin et puis vous le commandez tout simplement. Oui, alors sinon sur le site internet de Mad Movies, je pense que... Non, il faut aller chez son libraire acheter du papier. Oui, c'est vrai. Merci. C'est vrai. Et donc, allez-y. Il y a aussi celui sur Guillermo del Toro qui vient de gagner le Lion d'Or à Venise. Dans ta gueule, Hollywood. Hellboy, ce film n'existe pas. Si. Et il y a un super hors-série sur Del Toro. Faudrait que je le commande. Sur Stephen King aussi, les adaptations des films de Stephen King. On va probablement en reparler avec ça. Peut-être, ouais. Les hors-séries de Mad Movies en général sont vraiment top. Et alors, celui sur la saga Terminator, je l'ai. C'est une mine d'informations, c'est des photos magnifiques, des interviews, c'est comme à chaque fois très bien écrit, hyper documenté. C'est extrêmement intéressant de voir, notamment surtout pour les deux premiers, très clairement. Ça vous fait réaliser aussi à quel point par la suite la franchise s'est perdue, comment elle s'est perdue, pourquoi elle se perd encore maintenant. A priori on aurait des réponses, j'ai lu ça aujourd'hui, ça me fait penser à ça. La semaine prochaine, attends que je ne dise pas de bêtises, le 19, j'ai cru voir ça sur écran large, il y a une conférence de James Cameron avec je sais plus trop qui sait, il a racheté les droits vont lui revenir. C'est ça. C'est ça, et donc en fait il doit annoncer comment il refait un peu, comment ça redémarre, et deux, en gros avec qui, c'est ça? Je sais plus. J'ai vu la news passer aujourd'hui. Sur le hors-série, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir l'implication, notamment dans Terminator 2, de Schwarzenegger lui-même. Ah ouais. Puisque c'est lui un peu qui relance la machine à la fin des années 90,
en demandant à des producteurs de racheter les licences de Terminator et de pousser un petit peu les choses. Et puis en filigrane, tu découvres que Schwarzenegger est quand même beaucoup plus impliqué dans ces films que ce qu'on pourrait penser. C'est pas uniquement l'acteur, mais il met les mains dedans, alors parfois pour le meilleur et comme pour le pire. Sur l'avenir de la franchise, effectivement, après cette espèce de truc sans nom qui s'appelle Terminator Genesis, qui est un espèce de remake, reboot dans une autre timeline, alors suivez parce que c'est compliqué. D'ailleurs, on aborde la fin, mais vous avez bien vu, on n'a pas abordé les problèmes de cohérence de Terminator 1 et Terminator 2, parce que c'est pas l'objet, mais là, Genesis comparé à Terminator 2, bah alors il n'y a pas photo. C'est-à-dire que tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait Genesis. Alors a priori, Terminator 6 avec Schwarzenegger est sur les rails. C'est le réalisateur de Deadpool qui le fait, étant précisé qu'à compter de 2019 ou 2020, automatiquement, les droits reviennent à James Cameron. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'attend pas d'avoir récupéré les droits pour relancer les trucs en ayant un full contrôle, et pourquoi est-ce qu'il lance a priori un premier film avant d'avoir récupéré les droits. Enfin, il y a une histoire un peu space par rapport à ça. C'est pas la pré-production qu'il annonce plutôt ? Probablement, parce que le film sortira certainement pas en 2019. Mais Puis Tim Miller, il a un autre truc à faire, la mémoire, avant. Je sais plus quoi, mais... En tout cas, ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est que avec Terminator 3 et puis les suites derrière, tous un peu plus ridicules que les autres, même si moi j'aime pas mal le vous aimez bien celui que Madjé, lui, vous. Non, mais c'est Christian Bale et Christian parce que je trouve que le point de vue est plutôt intéressant de l'avoir situé à cet instant-là. Après, le film a pas mal de défauts, mais il y a certains trucs qui marchent plutôt pas mal, mais ça n'a rien à voir avec les autres. C'est un bon film d'anticipation, si tu veux, sur l'avenir. C'est pas un bon Terminator. Non. Mais je trouve que le film, à certains aspects, fonctionne parfois, même si pour le reste, c'est assez problématique, mais il y a des trucs plutôt pas mal. C'est vrai que la franchise est hyper nébuleuse. La seule chose sur laquelle il faut se raccrocher, c'est qu'effectivement, la Cameron remet la main sur le bousin. Et a priori... Pour aller, j'espère qu'il a bien réfléchi, parce que là, moi, j'avoue, je vais être complètement perdu. Je vois pas... Comment raccrocher les wagons ? Ouais, non, là, je suis complètement déboussolé sur cette franchise-là. Là, je vois pas du tout... sauf à abandonner... à plus parler de Sarah Connor, de John Connor, et de partir sur d'autres histoires. Oh là, ouais, je sais pas. Putain, on va faire une origin story de... Qui est le type qui a servi de modèle au T800, en fait. Ah oui, j'ai vu passer un truc comme ça, ouais. Ah, c'était pour rire, moi. Ah non, non, déconne pas. Non. Il me semble qu'effectivement, c'est pas Cameron qui a parlé de ça. C'est une blague que tu me dis ou pas ? Ouais. Il me semble, moi, avoir lu un truc passé, alors je sais pas où, mais ça me parle là. Ah, c'est moche. D'effectivement de ce qui que était Schwarzy. Pourquoi ? Non, mais c'est ça, c'est Cameron qui parle de ça dans une interview en disant que une des pistes qui pourrait être explorée, c'est de comprendre pourquoi les T800 ressemblent à Schwarzenegger. Oh mon Dieu. Oh là là. Ne faites pas ça, les gens. Et quand tu vois les trucs de performance capture, on reprend des mecs morts dans Star Wars, plus jeune, est-ce qu'il va pas nous faire avec comment ça s'appelle, Avatar, un Schwarzenegger jeune, mieux fait que dans Terminator 3 ? C'était pas dans le 3, hein. 3, 4 C'était dans Renaissance, justement. Non, il fait à la fin dans le 3 avec... quand tu découvres comment... dans l'usine. Oui, c'est ça, il y en a un qui ressort. Il est à poil, il sort. Et dans l'autre aussi, non ? Non, mais non, puisque la fin c'est la fin, c'est dans le blocos, tu sais, en fait. Bah oui, non, mais nous, c'est pour te dire. D'ailleurs, je me souviens même pas, en fait, comment ils arrivent à faire un 3. C'est la suite. John Connor est ado, sa mère est morte.
Ouais, d'accord. Ils envoient la robot ninja... pour faire quoi ? Pour continuer à lui déglinguer la tronche. Il sort avec une fille qui est veto. Et en fait, tu te découvres que lui survit. Il n'y a plus de puce, il n'y a plus rien à détruire, Skynet. Ouais, mais en fait, on ne sait pas trop. C'est Jonathan Mostow qui avait fait ça. Ouais, je sais. Et je me souviens uniquement du truc qui était... La grue. Ouais, il y avait ça. Il y avait les lunettes en forme d'étoile. Tu sais, il refait la même scène. Je veux tes bottes et ta moto. Il ressort avec des lunettes en forme d'étoile, des lunettes en plastique rose. Tu vois. Oh, putain. Il y a une baston dans des chiottes qui est tournée en vitesse accélérée, qui a pas de gueule. Et il y a un espèce de happening où à la fin, en fait, ils pensent arrêter le truc nucléaire. En fait, il les a juste mis à l'abri. Et en fait, voilà, il les met juste à l'abri dans un truc anti-nucléaire. Mais sa mère est déjà morte. Donc du coup, l'image qu'elle a du feu nucléaire, c'est pas possible parce qu'elle l'aurait pas vécu. Parce qu'elle est morte d'un cancer. Tu sais, ils vont sur sa tombe, et dans sa tombe, il y a des armes dans son cercueil. Oh putain. Oh, massacrez-moi, s'il vous plaît. Voilà, okay. voilà. Donc toi, le Mad Movies, qui est effectivement... non, pour retomber sur les pattes, le Mad Movies qui est vachement intéressant. Parce que même quand ça parle des mauvais Terminator, c'est toujours souvent drôle. Et donc, surtout, ça t'explique peut-être un petit peu voilà, pourquoi ils sont mauvais. Et on sent dans la plume des gars tout le côté un peu what the fuck, quoi. On va vous raconter ce qui s'est passé. Donc non, c'est hyper intéressant. Et toi ? Pour rester dans l'univers Schwarzenegger, etc., moi j'aime, c'est un film que j'aime beaucoup. Action Hero, tu vas pas faire correct, c'est ça. Je te connais. Mais ouais. Regardez. Alors, qui est sur Netflix ? Ouais. Que vous pouvez trouver sur Netflix ? Ouais. McTiernan. Faut que je le revoie. Arnold Schwarzenegger. Faut que je le revoie. Du ACDC dans une Cadillac décapotable. What else ? Voilà. Non, sérieusement, c'est très régressif, mais voilà, si dans l'univers Schwarzenegger, on va pas forcément vous conseiller Predator parce que c'est une évidence, mais ouais, j'ai envie de... Toi, j'aurais pu dire jumeaux, j'aurais pu dire un flic à la maternelle, ce genre de truc. Putain, mais ouais, non, dans ces années-là, ouais, la Section Hero, c'est plutôt pas mal. Et puis en fait, avec la moquerie de certains lors de la recommandation sur David Bowie, je me suis rendu compte qu'on n'a pas conseillé beaucoup de musique. Donc là, je fais une aparté très rapide parce que je trouve qu'on parle pas assez de cet album-là. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Terminator et Arnold Schwarzenegger, mais Mogwai, un groupe de post-rock qui a fait pas mal de BO de films, a sorti un superbe album qui s'appelle Gizmo Caca. Non, c'est pas ça le titre de l'album. Franchement. Excuse-moi, c'était Steph qui m'avait demandé de faire une vanne. Every Country's Son, d'accord, qui vient de sortir, qui est excellentissime. Je l'écoute en boucle depuis la semaine dernière. Voilà, jetez-y une oreille. C'est vraiment pas mal si vous aimez le post-rock. Et puis comment ne pas terminer ce podcast ce 14 septembre à 23h28 sans parler de l'album qui sort demain des Foo Fighters. Encore ? Mais oui, c'est demain. Encore ? Concrete and Gold qui sort demain, donc voilà. Putain, mais ils font combien d'albums par année là ? Ah bah non, le dernier c'est Sonic Highways qui date un petit moment. Ah ouais ? D'ailleurs, regardez les reportages de... Run, elle est sur Sonic Highway ? Non, Run, c'est sur Concrete and Gold qui sort demain. Ah. Voilà. Donc là, toi, on va couper le micro, tu vas aller pouvoir faire dodo, et demain matin, en te levant, tac, tada, sur iTunes, Spotify, Deezer ou tout ce que tu veux, tu pourras te réveiller avec le nouvel album des Foo Fighters. C'est pas beau, cette série ? Merveilleux. Quand même. Terminator 2, tac, hop, ensuite Weekend. Parfait. Bon, bah écoute. En boucle ? Ouais. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, sur Twitter et sur SoundCloud pour la balado-diffusion. Je sais que ça tient à cœur à Stéphane de rappeler qu'on peut écouter Cinécast en balado-diffusion. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, sur nos comptes respectifs. Si vous suivez Cinécast, vous nous voyez retweeter les tweets de Cinécast, donc c'est assez facile de nous retrouver. Comme d'habitude, on ne sait pas trop les films qu'on va prochainement chroniquer. Là, on a vu un petit peu
les sorties à venir, il va falloir qu'on essaie de motiver les autres, en tout cas de trouver des disponibilités pour ça. Mais en tout cas, on se retrouvera très rapidement pour à nouveau parler de ciné à Cinécast. Allez. Bonne soirée à toi, Aurel. À plus, à toi aussi. Ciao. Ciao. Listen to me. Don't move. I wanna talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation